considérablement amélioré le son, qui était particulièrement bon. Bonjour David Fressino, je suis très heureuse de te donner la parole aujourd'hui pour la chaîne du Grand Changement, pour Système A comme autonomie. Pour rappeler comment on s'est rencontrés, j'ai passé 2 jours à me faire torturer par les caméras et par toi qui es animateur, réalisateur et producteur. Et donc tu étais en charge de t'occuper de ce tournage de masterclass sur 2 jours. Et c'est moi qu'on a entendu et regardé sur toutes les coutures. Donc aujourd'hui, tel est le prix qui croyait prendre, c'est à ton tour. C'est à ton tour. Non, j'ai fait une mauvaise liaison, c'est pas grave, c'est moi. Et je vais te donner la parole donc sur tout ces activités que tu as en fait au fond de toi, mais que tu as vraiment explosé, développé depuis, je pense, le premier confinement, si j'ai bien suivi. Ouais, tout à fait. Et il faut savoir que moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je suis, comme tu le disais en introduction, je suis à la fois animateur parce que j'anime des émissions pour la chaîne Planète. Je suis réalisateur, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis producteur, je produis pour la télé, je produis pour le web, je produis notamment pour Inres TV. Et j'ai eu une démarche qui était une démarche de spiritualité il y a déjà très très longtemps puisque moi j'ai fait une NDE quand j'avais 9 ans. Donc c'est-à-dire que rapidement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose, j'avais l'expérience complète de quelque chose d'invisible autour de nous, en tout cas. Pour la petite anecdote, je me suis noyé dans une piscine et quand j'avais 9 ans et j'ai vu des gamins plonger dans la piscine et me faire le massage cardiaque. Et moi, j'étais de l'autre côté de la piscine et j'observais la scène, en fait. Et je me rappelle être venu. Et je me rappelle être revenu parce que j'ai vu ma mère passer le portillon. Je me suis dit, si je ne reviens pas, ma mère sera très en colère. Pour te donner, parce qu'on va partir de loin pour expliquer comment aujourd'hui j'ai un contact avec la nature qui est assez fort. Voilà, et je me suis toujours intéressé à la spiritualité, mais j'avais pas la prétention, tu vois, ni le savoir pour, tu vois, en faire des livres et tout ça. Et je me disais, bah voilà, finalement, je vais mettre en valeur les autres, parce que c'est mon métier de base, tu vois, leur laisser un espace pour pouvoir finalement s'exprimer. Et puis un jour, j'ai eu un vrai contact avec ce qu'on appelle la permaculture. C'est une façon très traditionnelle et très naturelle de produire de la nourriture. Faut savoir que c'est pareil, c'était passé il y a un petit peu plus de 4 ans. Il y a 4 ans, en fait, cette main-là, tu vois, n'avait jamais rien planté de sa vie. C'est-à-dire que moi, ma famille m'a toujours dit, dans notre famille, on n'a pas la main verte, on a 2 mains gauches, et j'avais grandi avec ce schéma-là, tu vois. Et puis, il y a 4 ans, je jette une courgette dans ce jardin, dans un endroit où j'avais juste remué de la terre parce qu'on prévoyait de faire une balançoire. Et puis, j'ai reporté la balançoire et j'étais surpris, tu vois, quelques semaines après, de voir des petits plants pousser. Et écoute, ça a été presque une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, la force de cette rencontre-là, de me dire, mais attends, j'ai fait pousser quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce que je ressens, c'est pas juste voir le plaisir de faire du jardinage ou de faire de pousser des légumes ou des fruits. Il y a une autre rencontre qui était vachement plus forte. Et je me suis dit, mais vu que j'ai pas pour but d'exprimer finalement une certaine spiritualité dans l'écriture, je vais l'exprimer finalement dans cette mouvance-là. Alors d'une petite courgette, j'en ai fait plusieurs. Donc j'ai commencé à faire un premier carré de 2 mètres sur 2. Et puis j'avais demandé à mon propriétaire, parce que je suis locataire et aujourd'hui je m'excuse parce que je vais défoncer la moitié du terrain. Mais il récupère à manger, donc ça va, tu vois. Et j'ai commencé donc par 2 mètres carrés, et puis 8 mètres carrés, et puis aujourd'hui je suis à 70 mètres carrés. Et le principe n'est pas forcément de s'étendre à l'infini, mais plutôt de maîtriser en fait le savoir, en fait. C'est-à-dire de passer beaucoup de temps à finalement observer la nature. Je t'expliquerai un petit peu après les principes de la permaculture qui pour moi sont des méthodes un petit peu de fainéant et ça me va très très bien. J'expliquerai pourquoi. Et finalement voir tout ça grandir et la démultiplication notamment des graines, par exemple. Tu vois, si tu prends une graine de tomate, c'est tout petit une graine de tomate. Une graine de tomate, tu vois, c'est minuscule. Oui. Cette graine de tomate, elle te fait
un pied de tomate. Sur ce pied de tomate, tu auras au minimum 10 tomates. Ces 10 tomates, elles vont contenir au moins, on va dire, peut-être une centaine de graines. C'est-à-dire que ta graine, elle a donné 1000 graines en 4 mois. C'est un peu le principe de la multiplication des pains, hein. Mais c'est exactement ça. Et Oui. si tu veux, en fait, ça m'a fasciné de me dire, mais attends, on vit dans une société où tu as des gens qui s'alimentent mal, où tu as un monde dans lequel on meurt de faim, et nous, finalement, sur nos ronds-points, tu vois, on va y foutre des géraniums, alors qu'on pourrait y mettre de la nourriture. L'abondance, en fait, elle est à portée de la main. Mm. Donc du coup, je me suis inscrit dans un mouvement mondial qui s'appelle Grow What You Eat. Alors mon anglais est vraiment pourri. Grosso modo, fais pousser ce que tu manges. L'idée, en fait, c'est que chacun, à la mesure de ses possibilités, fait pousser donc du coup chez lui, à la place de mettre des plantes ornementales, va faire pousser des plantes qui vont être nourricières. Aujourd'hui, tu peux faire des haies nourricières, tu peux faire des petits bacs. Enfin, c'est très facile finalement de créer de la nourriture, et c'est ça qui, moi, qui m'a fasciné. Je te dis, c'est vraiment ce principe-là. Et je reviendrai sur la permaculture, mais ce qui m'a vraiment aussi beaucoup plu, c'est que moi, je suis quelqu'un de très très actif dans ma vie. Et que c'est quand je suis en train de potager, c'est le moment en fait où mon corps en fait commence à vraiment à se mettre de manière très très calme, tu vois, presque dans un état méditatif. Oui, oui, je comprends. Et ce qui était assez étonnant aussi, c'est que les 3 premières années, j'ai eu des échecs. Et je me suis dit, je ne vais pas essayer de regarder dans les livres quelles étaient les raisons de cet échec. En fait, je me suis mis en état méditatif et j'ai regardé mon potager. Et j'ai attendu de recevoir finalement des informations, de me dire où les plantes devaient être mises. Oui. Ce qui fait que l'année dernière, j'ai sur des 70 mètres carrés produit une centaine de kilos de légumes, ce qui est déjà pas mal. Et cette année, j'ai dépassé les 350. Et tu vois, Énorme. et juste avec cette écoute-là, en fait, c'est de me dire, euh, j'attends finalement de traverser par l'information, de dire, ben, en fait, cette plante-là, elle pousse pas là, elle pousse pas bien là, et de me dire, en fait, c'est là-bas qu'elle doit être, tu vois. C'est avec quelle culture qu'elle va s'associer. Et ça rejoint donc du coup les grands principes de la permaculture qui consistent, ils sont assez simples, on laisse jamais le sol à nu. Donc la terre c'est comme de la chair en fait, tu vois, elle est protégée par notre peau. En permaculture, elle est protégée par du paillage, par du Oui. foin, de la luzerne, de la paille. Ça va avoir plusieurs impacts. Ça va permettre de protéger du coup d'un dessèchement trop rapide du sol. Donc ça retient l'humidité sous la paille. La paille, quand elle se désagrège finalement assez vite, en quelques mois, elle va nourrir le sol. Voilà. Et tu empêches aussi plein d'espèces invasives finalement de venir tout envahir. Et c'est là où je dis que c'est une méthode de fainéant, c'est que ça t'évite surtout, c'est à chaque fois d'arracher les mauvaises herbes. Parce que je déteste faire ça, si tu veux. Parce Oui. que t'es parti pour des heures, tu sais même plus en plus entre ce brin-là et ce brin-là, lequel va se manger et lequel est une mauvaise herbe. Donc voilà. Ce principe-là, en fait, de produire la nourriture, il a forcément deux choses. Déjà, de moins consommer. Moi, je suis issu d'une famille de collectionneurs entasseurs. Donc, Oui. moi, mon père avait, au maximum que j'ai connu, beaucoup de véhicules. Il devait y avoir une quinzaine de véhicules dans la maison. Quand même, C'est-à-dire oui. 3-4 motos, des Dodge américains, des voitures. Enfin, il y en avait partout. Donc j'ai reproduit quelque part aussi ce schéma en étant collectionneur. L'émission que j'anime pour Planète, c'est une émission sur la brocante, tu vois, donc je suis encore un peu là-dedans. Mais finalement, j'ai appris à me détacher de tout ça. Et je me suis aussi détaché finalement du besoin de surproductivité de mon potager. Parce que l'idée, c'est pas d'accumuler des denrées pour moi, mais l'idée aussi, c'est de créer tout un système de troc et d'échange. Donc j'ai mis ça en place avec mes voisins. Donc on allait avec mes enfants leur déposer, tu vois, des légumes frais devant leur porte. Ça, c'est Et génial. ouais, et puis j'ai commencé à être surpris à trouver un pot de confiture devant chez moi, Ben voilà. tu vois, un petit ensemble de jouets, un petit plante en pot, tu vois. Et quelque part, ce qui était assez fascinant, c'est que ce qui était pour moi finalement presque une démarche intérieure de me dire, bah voilà, j'ai mon petit moment de paix, mon petit moment méditatif, bah finalement il est avec les plantes, il est avec la nature. Et de me dire que finalement, cette abondance, en fait, elle est pas, elle dépasse ce que j'avais prévu, en fait. Parce que Ah la ben nature est oui. abondante. Oui, et puis du coup, c'est l'abondance de relations humaines. C'est là, par l'échange, par le troc.
Ouais, C'est tout à fait. l'abondance en communication, voilà. Ouais. Et tu vois, par exemple, j'ai dû passer par plusieurs phases, notamment le fait d'être très très minimaliste, en tout cas de plus en plus minimaliste dans les biens que je possède. Aujourd'hui, j'aime à dire que mes vêtements tiennent sur 3 étagères et que les affaires auxquelles je tiens tiennent dans un petit carton de 60 par 60. Et il y a 3 tableaux à la maison que j'aime bien. Et ce sont des tableaux chinés que j'ai dû payer ça, tu vois, 1 ou 2 euros. Donc, Mm. mais ils ont une petite valeur. Mais j'ai appris aussi à me délester de ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, on achète des objets et, euh, et pour réussir à s'en délester, il faut presque passer par différentes étapes, un peu comme les étapes d'acceptation de la mort. Tu sais, tu as Ah t'as bah, la des colère. deuils, Ouais, voilà, tu sais, tu as oui, la colère, la frustration, le c'est ça. déni. Et moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences par vendre tes objets à leur juste prix. Tu te rends compte que tout va pas se vendre. Donc, tu vas commencer à te dire, bah, je vais faire une brocante, je vais les vendre sur un marché aux puces, un vide-grenier. On en a plein dans nos différents villages. Et là, tu vas les vendre moins cher. Et il se passe un cas où tu arrives à te dire, ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de vendre, je peux juste donner. Et tu vois, pour faire une suite finalement à ce système de dons et d'échange de légumes. J'ai mis ça en place aussi sur un ensemble de petits villages dans lequel je vis. Et on est rapidement arrivé à presque 500 membres. On s'échange plein d'objets. Et c'est drôle de te dire qu'en fait, tu n'as pas besoin de posséder, en fait. Je me dis que finalement, toutes ces petites démarches-là de, de dons, finalement d'apprendre à ne plus vendre, mais à donner, Oui. tu le récupères et quelque part aussi l'univers te le redonne aussi de l'autre côté. Donc c'est très agréable. En tout cas, pour moi, l'expérimentation était géniale. Oui, ben là, c'est l'exemple même du monde que j'aimerais voir, hein, d'une société que j'aimerais retrouver, de troc, d'échange, de partage, de coups de main des uns des autres, hein, et Ouais. relié avec la nature. Et ça fait pas de mal, ça pollue pas, au contraire. Au contraire, tout le monde vibre et émane que des énergies bienveillantes. Et tu as développé aussi un concept depuis le premier confinement qui s'appelle un défi par jour. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors, le premier confinement, je l'ai vécu de manière un petit peu très injuste en fait. Oui, frustré. Ouais, hyper frustré et il m'a fallu quand même ouais, 2 semaines pour accepter un peu le truc et du coup j'avais besoin de me mettre beaucoup dans le travail pour pas y penser. Et la C'était deuxième, aussi une étape de deuil, hein. ah, La complètement. colère, l'acceptation, Ah oui. mais complètement, complètement. Il y a eu du déni aussi, Ouais, bah tu oui. vois. Et, euh, et voilà, cette période m'a permis aussi voilà, de réfléchir à pas mal de choses. Et je m'étais dit, voilà, je voyais l'arrivée le deuxième confinement. Et le deuxième confinement, j'avais envie qu'il soit hyper constructif. Oui. Je voulais vraiment pas me laisser avoir par des énergies je te dis, on sait qu'il va y avoir tellement de casse sociale que voilà, je voulais pas avoir ça dans la tête. Je voulais vraiment le sublimer à mon tout petit niveau. Et donc, je me suis dit, bah, je vais commencer quelque chose. Je vais faire une action par jour à partir du premier confinement et j'arrêterai quand on sortira officiellement de tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que tout à l'heure j'ai posté le numéro 41. Donc tu vois, Ouais, on n'est pas encore sorti de l'auberge. non. Mais c'était drôle parce que j'ai proposé des dons de graines gratuits. J'ai créé donc un groupe de dons et de troc sur les différents villages qui composent mon secteur. Euh, Ça a été, je vais pas tous te les redire, mais enfin te les dire, mais il y a eu une opération aussi qui consiste à faire des cadeaux pour les sans-abri. Oui. Il y avait, écoute, ça va du don de sang, ça sera un des prochains parce que j'ai très très peur des aiguilles, donc je me suis dit, bah, je vais quand même aller le faire. Mais voilà. Et aujourd'hui, c'est une annonce un peu particulière puisque je vais devenir ambassadeur pour une association contre l'enfance maltraitée. Enfin, en tout cas, contre les violences faites aux enfants, pour Enfance et Partage. Ça faisait des années que j'avais envie de m'engager aussi. C'était une toute petite acte que j'avais fait, je crois, jour 5 ou 6 en disant bah, j'ai juste contacté pour proposer une aide. Et puis tu vois, là aujourd'hui, ça s'officialise, quoi. Et ça m'emmène ouais, finalement, dans des engagements qui vont me dépasser, mais c'est le but du jeu en fait. Et chaque jour, je me dis, voilà,
de quoi je vais parler. Donc j'ai parlé aussi de mes copains qui étaient auteurs, qui avaient besoin d'un coup de main. Mm. Je me suis engagé sur une sorte de moratoire pour le port du masque pour les enfants de 6 ans, Oui. notamment. Donc je suis reparti manifester pour la première fois de ma vie depuis les manifestations étudiantes de 95. Donc si tu veux, je savais que ça allait me sortir de ma zone de confort, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et finalement, mon esprit, ça l'a pris comme un jeu en se disant, mais qu'est-ce que tu peux trouver demain de nouveau en fait, tu vois? Tout à fait, ben, c'est dans le principe sur lequel j'insiste toujours. Plus on focalise sur des choses qui nous déplaisent, qui nous frustrent, qui nous brident, et moins on va bien. Et quand on change un peu le regard, on regarde vers un autre azur et que là on peut tout construire. En fait, on se retrouve une nouvelle liberté. Tu t'es jamais retrouvé aussi libre que depuis que tu vas partout dans ces endroits où on peut troquer, où on peut donner, où on peut apporter. C'est Ah énorme. oui, Et complètement, voilà. complètement. Et plus je le fais, plus je me suis rendu compte de ce besoin qu'on a que des choses nous appartiennent en fait, tu vois. Oui, Et ça, je me suis rendu compte que c'est presque une construction mentale, tu vois, dans laquelle on grandit. oui. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été très dur de m'en détacher. Et c'est je dis, par le potager, par le système de dons, finalement, je me suis vachement apaisé par rapport à ça. Mais on est complètement conditionné à Mm. l'appartenance parce que on doit avoir une belle maison, on doit avoir un mari, on doit avoir des enfants, on doit avoir un véhicule. Oui, on est persuadé, on prend tout ça comme une vérité pour se fondre dans la masse, mais c'est vrai que il y a rien de pire pour finalement disparaître dans cette masse et puis se dire un jour, en général, en milieu de vie, on se dit mais j'ai tout et je suis malheureux. Pourquoi? Et c'est là qu'on se pose enfin les bonnes questions. Ouais, tout à fait, tout C'est à fait. ça. Et Ouais, complètement. et je t'ai même repéré dans un groupe sur les réseaux sociaux qui récupère des palettes et qui font des meubles magnifiques. Ouais, exactement. Oui. Parce que le deuxième truc, c'est que donc on m'avait dit que j'avais deux mains gauches, donc la première s'est révélée plutôt douée pour le potager, et la deuxième a décidé de se mettre au bricolage. Et ouais, ouais, c'est assez drôle. J'ai attaqué des trucs de A à Z, mais c'est drôle. Tu vois, il y avait un truc qui était assez, moi, qui m'avait vraiment plu, c'est que j'ai presque dû franchir le pas de communiquer sur les réseaux sociaux sur ce que je faisais. Pour moi, c'était étrange parce que les gens me connaissaient comme voilà, dans le milieu du visuel. Et puis d'un coup, je me suis dit, ouais, mais si je commence à mettre des photos des cabanes que je fabrique avec des palettes ou de moi en train de ramasser des courgettes, je me suis dit que les gens vont me prendre pour un dingue en fait. Parce que je me dis, j'ai des activités que mon grand-père avait, quoi. J'ai des activités de quelqu'un de 90 ans, tu vois. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que après je me suis dit, allez hop, vas-y, ne calcule pas, ne pense pas à ça, et tu postes, je donnais juste, voilà, j'expliquais juste ce que je faisais. Et écoute, dans la foulée de ça, sur les 2 dernières années, je pense qu'il y a à peu près une quinzaine de personnes qui s'y sont mis parce qu'ils Oui. m'ont vu finalement assumer ce truc-là. Mais Alors bien sûr. c'est pas le but de servir d'exemple, c'est juste que je pense qu'il fallait juste le petit enclencheur pour eux, comme moi j'ai eu besoin à un moment, pour me dire, mais en fait c'est génial en fait de faire pousser sa propre nourriture. Alors après, moi j'en ai aujourd'hui. Alors après, tu dois encore aller plus loin, c'est-à-dire que cette nourriture, faut pas la gâcher. Mm. Donc, tu apprends à faire des conserves. Autre Voilà. activité, Oui. tu vois, Cuisine. voilà, de personnes Oui. de 90 ans, tu vois. Donc, et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que nos grands-parents, enfin, en tout cas, mes grands-pères, avaient tout compris. Eh Ils ben avaient c'est ça. compris. C'est là qu'on s'aperçoit que notre avenir, c'est un retour en arrière en fait. Ouais. Voilà. Et- L'évolution sera justement ouais, un regard vers l'arrière, vers leur passé, et solliciter nos anciens pour leur demander, parce qu'ils sont encore plein de conseils, et bientôt il n'y en aura plus de ces anciens-là. ouais. Et tu vois, je pense que tout ça nous pousse à aller chercher quelque chose. On a un monde qui est très binaire en ce moment. C'est soit t'es un, soit t'es zéro, soit t'es anti, soit t'es pro, soit t'es pour, soit t'es contre, soit t'es noir, soit Oui, t'es blanc. Et je trouve que ça, en fait, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, parce que je peux parler que pour moi, ça m'a vraiment poussé à comprendre que c'était au milieu qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que, comme tu le dis, on se rend compte qu'il faut aller chercher dans le savoir qui a déjà fait ses preuves avant. Et en mm, plus, on peut l'allier avec, par exemple, un côté moderne, c'est-à-dire que quand je galère sur un truc au potager ou un truc à fabriquer, je vais directement sur YouTube. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que du coup, tu as les deux choses en fait. Et donc ça oui, t'oblige en fait finalement à créer un entre-deux en te disant, je suis pas complètement coupé du monde en faisant que des choses anciennes, je suis pas complètement que dans la modernité en ne jugeant que par les réseaux sociaux. Tu as quelque chose qui est au milieu, qui se dessine et qui est super agréable.
tout à fait. Et tu voulais parler de Marie Kondo? Oui, Marie Kondo. Kondo. Ouais, Kondo. Alors, pour ceux qui ont Netflix, elle a un très bon programme sur Netflix où en fait elle apprend aux gens à ranger leurs armoires, leurs tiroirs et tout ça. Oui. Mais derrière ça, c'est surtout quelqu'un qui est très calé sur les énergies chinoises. Et en fait, elle t'apprend surtout à te déposséder d'objets. Et je voulais l'aborder pendant ton émission parce que ça faisait bien écho au parcours que j'ai eu et par les étapes par lesquelles je suis passé. Puisque elle, quand elle t'invite en fait à mettre l'objet devant toi Oui. et à te poser deux questions. Est-ce que cet objet me procure du plaisir quand je le regarde? Est-ce que cet objet, je l'ai utilisé il y a moins d'un an? Si tu ne réponds pas à une des deux questions, cet objet, tu n'en as pas besoin. C'est ça, c'est mettre de la conscience dans les choix. Ouais, Tout à complètement. Et quand tu réfléchis à ça, moi j'avais fait une première passe chez moi avec ma chérie sur le même principe. Donc tu regardes les objets, tu dis voilà, est-ce qu'il me procure du plaisir? Est-ce que je l'ai utilisé il y a moins d'un an? Alors des fois tu dis ouais mais je l'ai pas utilisé il y a moins d'un an, mais enfin je l'ai utilisé il y a 3 ans, mais on sait jamais. C'est pas obligé de le jeter tout de suite, tu le gardes. Mais tu fais déjà un premier tri et après tu refais ça. Et maintenant je le fais à peu près tous les 6 mois à faire le tour de la maison et à me poser toujours ces questions. Et au fur et à mesure en fait tu te libères d'objets. Et plus tu te libères quelque part, plus tu laisses de la place pour de nouvelles choses. Exactement, et les énergies chinoises, c'est pareil, hein, c'est un savoir ancestral. Donc on y revient, hein, c'est vraiment les bases. Ah tout à fait, tout à fait. Et j'aime bien parce que ça oblige tout le monde aussi à être vraiment curieux, quoi. Et je te dis, sous l'image finalement d'une émission de télé sur Netflix, un petit peu rigolote comme tu pourrais voir sur M6, mais je trouve que ce qu'elle véhicule est vraiment intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé des clés pour me permettre ouais, tu dis, de me lâcher de certains besoins d'avoir des choses. D'accord. Et tu as également voulu relever deux liens, c'était la chaîne le jardin de Damien? D'Olivier, alors D'Olivier, pardon. Ouais, non, t'inquiète. Ça, moi, c'est les prénoms, hein. Bah, tu sais, Damien a peut-être un jardin aussi, mais ouais, c'est le potager d'Olivier. Certainement. Potager d'Olivier. Ouais, le potager d'Olivier, c'est un youtubeur qui aujourd'hui doit être autour de, je crois, 200 ou 250 000 abonnés, il me semble. Je l'ai sélectionné parce que c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup d'amour. En tout cas, moi, c'est l'amour que je ressens quand je suis au potager. Il parle avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur de ce qui fait pousser de ses expériences de vie. Je te dis, c'est pas juste quelqu'un qui te dit, voilà, le fraisier, il doit être écarté de 30 centimètres et les courgettes de 1 mètre. Non, non, c'est quelqu'un qui met vraiment tout son cœur dans son potager et qui insuffle beaucoup de subtilité dans le message. Quelqu'un qui est très ouvert justement à l'écoute et à l'observation. Et c'est quelqu'un de très très doux. Donc je trouvais que voilà, c'était vraiment une chaîne à découvrir pour ceux qui ont peur du côté un peu règle du potager. Ouais. Tout à fait, ben, je comprends, parce que j'en fais partie et j'ai horreur des protocoles et des règles et des codes à suivre. Donc, si on peut y aller à l'inspiration, moi, je fonce dedans aussi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Oui. Et il Et, y avait... Oui. ouais, et le deuxième, c'est Brian, Oui. qui se définit comme un néo-autonomiste, c'est-à-dire un citadin qui a quitté la ville pour vivre en autonomie. Il a quitté son appartement de 25 mètres carrés, je crois même pas, je crois qu'il faisait 18 mètres carrés à Paris, pour s'acheter une petite ferme dans le sud. Alors ferme, attention, ça fait, je crois que ça doit faire 6 ou 7 000 mètres carrés, et il a dessus une petite maison de 25 mètres carrés. Mais il vit en quasi totale autonomie. Donc, et à travers des vidéos sur sa chaîne YouTube, il explique comment il récupère son eau, comment il produit son électricité, comment pareil, il est parti dans un système de troc et d'échange. Et c'est quelqu'un qui prend la route aussi pour montrer beaucoup d'initiatives qui se font en France sur tout ce qui est éco-village, éco-hameau, parce qu'il y a de plus en plus de gens et la a eu ça de bon aussi, parce qu'il faut toujours regarder aussi moi je suis très positif, donc optimiste, donc j'aime bien regarder le bon côté des choses. Ce confinement a aussi ouvert les yeux à beaucoup de gens sur est-ce que je suis heureux là où je vis. On se pose souvent la question de suis-je heureux avec qui je vis,
Et maintenant, on se pose la question de suis-je heureux là où je vis et comment je vis. Et donc voilà, et donc Brian participe voilà, à mettre en lumière tous ces gens qui font des tentatives, des expérimentations de vivre autrement. Alors, tu en as qui vivent voilà, en communauté, mais tu en as d'autres aussi qui se regroupent en achetant des terrains communs, en se les coupant comme une parcelle traditionnelle, sauf qu'ils mutualisent par exemple le potager. Le potager est commun à 6 ou 7 maisons. Et tu te partages des tâches comme ça tout en étant chacun chez soi. Donc là, dernièrement, il a fait une vidéo où tu avais, je crois, c'est 3 ou 4 familles qui ont racheté un ancien fort de l'Est de la France, tu vois. Oui. Ouais, donc, et comment tu installes des panneaux solaires, comment tu isoles de manière écologique et tout ça. Enfin, c'est fascinant. Les deux chaînes sont vraiment géniales là-dessus. Merci beaucoup. Je mettrai les liens de toute façon, je les incrusterai dans ce qu'on enregistre. Et une petite question, est-ce qu'on peut savoir ce que tu collectionnais avant? Des caméras, des... Euh, Celle-ci, elle me sert plutôt pour le travail, tu vois. Voilà. Tu sais quoi, j'ai tellement plus d'objets que je sais même pas quoi te montrer. Non, alors, je suis un dingue de ce qu'on appelle les mondes de l'imaginaire, donc la pop culture, la geek culture. Donc je collectionnais tout ce qui était, tout ce qui avait attrait au cinéma, aux super-héros, à la Ah bande oui. dessinée. Mm. Donc ça va des bandes dessinées, les vieux livres, les papiers, les jouets. Donc j'en avais des caisses et des caisses et des caisses entières, quoi. Oui, d'accord. Et j'en avais partout. Bon, j'avais un petit appart à Paris, j'avais un lit surélevé, parce Mm. qu'en dessous, c'était que des cartons remplis de jouets, de livres, et il y en avait partout. Partout. C'est affreux parce qu'on se dit on les voit même pas, on les utilise même pas, on les a juste pour les avoir, hein. Ouais, c'est ça, je te dis, j'ai fait une sorte ouais, deuil du sentiment d'avoir des choses, en fait. En Et fait, que t'as raison, je les voyais même pas, en fait. c'est presque pathologique, hein. Ouais, Quand- complètement. Ouais, je connais, hein. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit me rester. J'ai gardé en fait que les objets qui me rappellent qu'il y a des créateurs que j'adore. Donc j'ai une petite figurine de Mickey Mouse qui est en train de se dessiner en autoportrait, sauf qu'en fait elle dessine le portrait de Walt Disney. Ah, Donc je c'est trouve beau. que là, ça raconte quelque chose. Donc ça, je l'ai gardé. Mm. Et j'ai gardé plusieurs objets qui sont dérivés des créations de Jim Henson. Jim Henson, c'est le papa de Jim Pet Show et de Sesame Street et du film Labyrinthe aussi et de Dark Crystal. Et c'est quelqu'un qui était vraiment dans les mondes de l'imaginaire. Donc j'ai quelques objets qui sont tirés de ces univers que je garde, mais c'est Oui. quasiment tout. Mm. Et je suppose que tu vas pas t'arrêter là. Je suppose que tu es dans une lancée où tu vas toi aussi prendre des directions d'autonomie, d'économie aussi et de distance par rapport au monde actuel, le monde de consommation actuel. Ouais, tout à fait. Moi, je suis en train de chercher justement à acheter une maison. Je suis locataire, donc j'ai déjà réussi à faire beaucoup de choses en étant locataire. Faut juste avoir un propriétaire qui soit est pas trop regardant, soit est plutôt cool. Ou alors Euh, tu l'as enfermé à la cave. ouais, avec... ouais. Tu sais, j'ai mis une courgette dans la bouche pour pas qu'il Voilà. parle. Ouais, ouais. L'étape suivante, c'est ça, c'est d'avoir vraiment d'acheter un lieu sur lequel je vais pouvoir un petit peu, déjà là, par contre, mettre un peu plus de surface à ma disposition. L'idée serait peut-être aussi de faire voilà, un système de jardin un peu partagé. En tout cas, j'ai pas envie de vivre ça seul, donc ça pourrait être une piste. Et puis surtout, vers mars-avril, je vais lancer une chaîne qui est dédiée, une chaîne de télé qui va être dédiée uniquement à l'autonomie et à la résilience. Donc ça, c'est en cours de fabrication et puis on va annoncer ça, je pense, ouais, début d'année, ça deviendra très officiel. Ah ben c'est génial, on pourra en reparler alors. Je te Ouais, carrément. redemanderai. Voilà, oui, oui. Ouais, avec grand plaisir. D'accord. Il y avait d'autres projets que tu voulais partager ou mentionner ou on a fait un petit le Bah, tour? écoute, non, non, je crois qu'on a fait pas mal le tour. J'ai été très bavard. Je suis très bavard. Non, mais tu parles très bien, tu t'exprimes Mm. très bien. C'est pour ça que j'ai peu parlé parce que c'est un régal de t'écouter. On sent vraiment la Merci. passion, tu vibres tout ce que tu dis. Donc c'est juste, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ouais, 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 je te dis, non, non, le résultat, c'est que voilà, c'est ces petits actes quotidiens dans lesquels je me suis lancé. Aujourd'hui, je te dis, m'amène sur des pistes et ouais, sur des rencontres que j'aurais pas imaginées. Et finalement, c'est assez simple. Mais c'est le but d'oser. Et quelque part, le fait de le publier sur les réseaux sociaux, ça m'a obligé à prendre un engagement Ouais, que j'aurais peut-être pas tenu tout seul si je oui, n'avais parlé à personne, tu vois. je comprends. Ouais. Après, c'est un devoir. Après, c'est une forme de devoir qu'on a, de vraiment montrer l'exemple de ce à quoi on aspire et ce qu'on veut construire. Oui, oui, ah bah oui. Alors là, du coup, tu es obligé de tous les jours donner un exemple Ouais. encore et Et, encore. et tu sais, un truc qui est drôle, c'est il y a 4 jours, écoute,
aucune idée. Mais vraiment, aucune idée. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter? Je voulais pas raconter un truc pourri. En plus, je commence à taper un post en me disant, oh, tiens, je vais parler de ça parce que j'avais repéré une petite initiative qui était sympa, mais le post sur Facebook, il bug, tu sais, et il bug 3-4 fois de suite. Donc je me dis, bon, Ouais. c'est pas, bon, il veut pas être en ligne et tout. Et je dis juste, en fait, non, là, j'ai pas eu le temps, en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui ont mis des commentaires disant, non, mais on te comprend, c'est pas grave, hein, justement, nous, on a profité pour faire ci, pour faire ça. Donc je me suis dit, bon, voilà, j'ai eu le droit à un joker et je l'ai grillé, mais c'était que quelque part, personne m'a dit, oh, dis donc, ouais, oh, tu nous fais la morale, mais quand tu peux pas, c'est la honte, quoi. Non, non, je trouvais ça super, super touchant, quoi. Bah oui, surtout quand on est dans ces domaines-là, en général, c'est pas des gens infects, ignobles qui suivent. C'est vraiment des gens qui sont ouverts, qui sont bienveillants, donc tu risques rien. Ah ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Puis moi, en plus, ouais, j'ai gravité quand même dans un milieu, l'audiovisuel, où Piqué. les mentalités peuvent être quand même très, très particulières. Et moi, j'ai toujours mis un point d'honneur, en tout cas, à m'éloigner des gens un peu, voilà, un peu dark comme ça. Donc, je suis content aujourd'hui d'avoir des équipes avec qui ça se passe super bien et de sentir, voilà, que même sur les réseaux sociaux, tu peux être entouré de gens, voilà, bienveillants, quoi. Tout à fait, c'est possible, ouais. Il n'y a pas Ouais, que du mauvais. En ouais, tout c'est cas, clair. tu es épanoui et j'espère que enfin, je suis certaine que tu vas en inspirer d'autres à prendre cette Merci. voie de l'autonomie en se détournant de tout ce qui est chimique, industriel, surproduction et qui tue l'environnement et avec tout le vivant, en fait, Ouais, complètement, dont complètement. nous. Ouais. Et je le redis, il n'y a vraiment pas d'âge parce qu'aujourd'hui j'ai 40 ans. À 35 ans, c'est la première fois de ma vie que j'ai planté une graine, donc ça fait 5 ans. Mm. Et voilà, et j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de conneries avec où des trucs que j'ai plantés, ça n'a jamais poussé de ma vie. Et j'étais presque triste, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, j'ai tué une graine, tu vois. Et, euh, et voilà, donc il y a pas besoin d'avoir baigné là-dedans. Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. Mm. Voilà, voilà, il faut juste le premier déclic, c'est je travaille un tout petit peu ma terre, je dégage 1 mètre sur 1 mètre, j'enlève l'herbe. Je vais acheter un ballot de paille chez mon agriculteur du coin parce que tous les agriculteurs ils en ont. Vous pouvez même les récupérer des fois gratuitement. Vous mettez la paille sur cette terre que vous avez enfin sur cette herbe que vous avez enlevée. Et vous prenez, vous allez acheter juste un petit sachet de graines de courgettes, c'est toujours assez efficace la courgette. Vous en mettez un petit peu, vous recouvrez et vous attendez de voir. Et à partir du moment où ça pousse, il se passe un déclic. Et on se dit, ah, c'est un peu mes bébés quoi. Ben, Il y a c'est un tout peu à fait ça, hein. C'est le pouvoir d'enfanter de l'homme, hein. Ouais, c'est ça, complètement, C'est complètement. ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, David, de tout ce que tu nous as partagé, de tout ce que tu as communiqué. Les liens, je vais les mettre parce que c'est vraiment très intéressant pour ceux qui n'auraient pas eu connaissance de ces actions-là. Et merci du fond du cœur d'avoir accepté parce que je sais que tu es très occupé et que chez toi, les journées sont 48 heures, en fait. Bah, c'est surtout merci pour ton invitation parce que ça m'oblige aussi, moi, à sortir un peu de mes retranchements et aussi un petit peu assumer effectivement les choix que j'ai faits dans la vie. Ouais. Merci du fond du cœur, David. Merci Aline, Au à très revoir. vite. Salut tout le monde. Bonjour à tous, je suis Yvette Retière et je suis enseignante de Qigong sur Carquefou. Donc j'ai le plaisir de vous proposer des cours de Qigong 2 fois par semaine, une partie mouvement et une partie méditation. Et ce Qigong a la particularité de se pratiquer avec l'onde du dragon qui a été découverte par Thierry Doctrinal, mon professeur de Qigong, là où j'ai eu ma formation, école de l'onde du dragon. Voilà, donc moi j'ai le plaisir de vous donner ces cours et voilà, j'espère que ça vous fera du bien, que ça vous fera plaisir et voilà, moi en tout cas je suis heureuse de vous les transmettre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose, tout est bien expliqué sur mon site le qigongdelavoixdudragon.com. Et si après chaque vidéo vous avez besoin de poser des questions, de vous exprimer ou quoi que ce soit, il y a une adresse mail qui va s'afficher en bas de cette vidéo. Voilà.
Bonne pratique à tous. Bonjour à tous. Donc là, je ne sais pas si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, j'espère que oui. Vous allez pouvoir me voir de la tête aux pieds. Voilà. Donc on va commencer les premiers mouvements pour pouvoir vraiment pratiquer ensuite avec toute cette base. Donc je vais vous apprendre le point d'équilibre, l'ancrage et le relâchement connecté vertical et horizontal. Voilà, ça va vraiment être la base de tous les mouvements de Qigong qu'on va pouvoir pratiquer ensemble. Donc vous allez vous mettre largeur du bassin entre les talons. Voilà, donc n'hésitez pas à écarter les pieds de la bonne largeur. Les pieds parallèles, légèrement ouverts sur les côtés si besoin, si c'est mieux pour vous. Mais autrement, les pieds le plus parallèles possible. Et vous allez chercher votre point d'équilibre sous les talons. Donc vous allez placer la verticalité du corps, talons, trochanter, les gros os des hanches là, talons, trochanter, épaules sur le même plan vertical. Ici, talons, trochanter, épaules. On ne va pas mettre le bassin trop en arrière, les épaules trop en avant. À l'inverse, pareil, on ne met pas le bassin en avant des talons et les épaules en arrière. On va vraiment chercher le point d'équilibre, le poids du corps à l'avant des talons, pas sur la pointe des pieds, pas sur l'arrière des talons, vraiment le poids du corps à l'avant des talons. Et ça va peser le bassin sur les talons, les épaules sur le bassin, vraiment tout le poids du corps, épaules, trochanter, talon, vertical. Quand on a bien cette verticalité, on va positionner les bras à l'horizontale comme s'il y avait un gros ballon de gym entre nous et nos bras, entre le buste et les bras. On le pose. Et là, on va relaxer les chevilles, les genoux, les hanches, le ventre, la poitrine, les épaules, les coudes, les avant-bras, les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. La tête est posée sur la cage thoracique. Les épaules sont posées sur la cage thoracique également. On relâche la poitrine, le ventre, on est bien détendu, on est bien au point d'équilibre. Ça tangue de tous les côtés et c'est normal. C'est comme une sensation de flottement. On se détend, on se relâche. Et de là, on va éloigner les articulations sternoclaviculaires, c'est-à-dire que les épaules, on va avoir l'intention de les étirer sur les côtés dans le prolongement, comme ceci. Les coudes, ils vont aller dans le prolongement de l'humérus. Pareil, avec l'intention de l'éloigner du corps. Les poignets, les bras, les avant-bras, pareil. On refuse le réflexe de rapprocher les mains. On laisse les mains s'éloigner du corps sans faire le dos du chat. On va vraiment chercher l'allongement sur le plan horizontal. Et ici, on refuse le réflexe de ramener les mains, on les laisse s'éloigner à l'infini. Ça permet la connexion de la tête aux pieds. Et on va vraiment relâcher tout le corps sur ce plan vertical au point d'équilibre, tout en étirant légèrement pour rentrer en connexion. Je vous laisse chercher votre point d'équilibre, pratiquer le relâchement des chevilles, des genoux, du bassin, du ventre, de la poitrine, des épaules. On refuse le réflexe de rapprocher les mains. On va également refuser le réflexe de contracter le haut du corps, les épaules qui se lèvent. On va vraiment les laisser se connecter à la cage thoracique, les laisser se poser dessus. Tout le corps pèse sur les talons, à l'avant des talons. Voilà. On
On se relâche, on s'abandonne totalement à la terre. C'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous régénère. On peut tout lâcher, on peut tout lui donner. Et là, en fait, je vous parle un petit peu déjà de l'ancrage. Le fait d'être vertical, au point d'équilibre, relâché, connecté. Grâce à ce relâchement et ce refus du réflexe d'élévation des épaules et du refus du réflexe de rapprocher les bras, déjà on rentre en ancrage avec la terre, on rentre en connexion avec la terre. Donc là on est dans la posture de base, appelée également posture de l'arbre, qui régénère les reins. Et je vous laisse découvrir ce point d'équilibre, ce relâchement connecté dans la détente. Sourire intérieur, sourire extérieur, on accueille toutes les sensations énergétiques. Ça chauffe à l'intérieur des mains. Tout le corps tangue de tous les côtés. Et on savoure ce moment précieux où on se régénère déjà entre ciel et terre. À l'inspire, vous inspirez toutes les énergies du ciel, vous vous remplissez de toute la joie de l'univers. À l'expire, vous relâchez toutes vos tensions à la terre. On maintient son corps, on maintient toute sa structure corporelle. On n'est pas mou, on n'est pas tendu, on est juste maintenu. On a juste l'intention de maintenir toute sa structure corporelle. Donc on la maintient. Tout en refusant volontairement, par l'intention, le réflexe de contraction. Ça va permettre de libérer toutes les tensions dans les bras, dans les jambes. On libère toutes les tensions mentales également. On accepte de laisser faire, d'observer, de percevoir toute cette énergie qui circule dans notre corps. Le sourire intérieur et le sourire extérieur va vraiment permettre d'ouvrir en grand les portes du principe vital, de l'amour. L'amour qui est partout, en nous, à l'extérieur de nous et qui nous régénère. Si c'est trop dur au niveau des bras, vous pouvez avoir une deuxième posture où on va mettre les bras toujours connectés. On laisse un espace. On n'est pas complètement serré au niveau du buste, on laisse un espace de connexion, mais les bras vers le bas, vers la terre. Toujours les épaules qui vont dans cette direction-là. Ça tire, on étire bien jusqu'au bout des doigts, dans le relâchement. On vérifie la détente du ventre, de la poitrine. Et on sent que ça fourmille jusqu'au bout des doigts. On se laisse flotter au point d'équilibre. Et on accueille toutes les sensations corporelles.
Belfry, sommet de la tête est bien connecté au ciel. Le menton est légèrement rentré. Les omoplates légèrement resserrées à l'arrière. Et on va visualiser comme si quelqu'un essayait de nous pousser à 30% les épaules et à 70% au niveau du bassin, comme si une personne était à notre droite et qu'elle essayait de nous pousser vers le pied gauche, vers l'extérieur du pied gauche. Juste pour voir ce qui se passe dans votre corps. Et plus vous allez visualiser que cette personne essaye de vous pousser, plus vous allez vous relâcher, vous ancrer, plus vous allez vous détendre. Et du coup, ça va augmenter la force d'ancrage. Ça va augmenter le relâchement, la connexion, la détente et les perceptions énergétiques. Vous maintenez votre structure, vous refusez le réflexe d'élévation, et vous vous abandonnez complètement à ce qui est en train de se passer. Vous travaillez en même temps la confiance. Vous savez que la personne, bon là elle est imaginaire, mais s'il y avait vraiment une personne physique qui essayait de vous pousser, vous savez qu'elle ne vous fera pas tomber, quoi qu'il arrive. Donc vous faites confiance à votre corps, à votre structure que vous maintenez sans contraction, à l'effet de la personne qui vous pousse, et vraiment le fait de s'abandonner dans la confiance, dans le maintien corporel et à la structure, sans utiliser le réflexe de contraction, mais au contraire le refuser, ça va complètement vous ancrer. Et si vous pouvez le faire à deux, c'est encore mieux. Vous faites chacun votre tour des deux côtés. Vous allez voir, vous allez vraiment voir la force d'ancrage que vous pouvez avoir avec la terre. C'est impressionnant. Donc pour ceux qui sont seuls, vous pouvez visualiser qu'il y a une personne de l'autre côté qui vous pousse également. Du coup, 30% au niveau de l'épaule, 70% de la force au niveau du bassin vers le pied opposé, vers le pied droit. Et vous voyez ce qui se passe dans votre corps. Toujours le 3 principes, on maintient sa structure, on s'abandonne complètement à ce qui est en train de se passer et on refuse le réflexe d'élévation, de contraction, de rapprocher les bras. Voilà, c'est un petit exercice très simple à mettre en place à deux. Sinon, là, ça vous permet de voir ce qu'est le point d'équilibre, le relâchement connecté, la verticalité, la connexion. Très important de garder l'ouverture des bras, jamais comme ça. Les épaules jamais levées, on est vraiment toujours connecté, relâché. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête, et toujours bien l'appui à l'avant des talons pour sentir où est notre point d'équilibre. Et le fait de savoir où est notre point d'équilibre, ça va permettre à l'énergie de la terre de monter, grâce à la pesanteur, de monter à l'intérieur de nous sans rencontrer d'obstacles. Si on n'est pas au point d'équilibre, l'énergie va monter, mais ça ne va pas circuler harmonieusement dans tout le corps, ça va vraiment partir trop derrière, trop devant, ça peut créer des tensions. C'est vraiment très important d'être toujours au point d'équilibre
pour que l'énergie se diffuse harmonieusement dans tout le corps. Voilà pour cette première partie. Donc ça sera travaillé tout le temps. Donc là, on commence, on essaye et ça va venir tout seul. Donc là, maintenant, je vais vous parler d'un autre exercice qui va être les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire que pour faire l'onde du dragon, il y a 6 phases. Et ces 6 phases utilisent les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise dans le sens inverse du cycle des saisons. Donc voilà, on va vraiment remonter le temps, régénérer, réparer. Donc le principe, je vais vous en parler brièvement pour que vous puissiez commencer à avoir à l'esprit comment ça va se dérouler, et ça sera toujours de la même manière. On se connecte à la terre, ça s'appelle déclencher le yin, où on va vraiment faire comme si on allait s'asseoir. C'est une connexion des épaules et comme si on allait s'asseoir, sans forcer par contre. C'est comme si avant d'expirer, on fait haut les mains, oh, on sent une espèce de relâchement et après on expire. Bon bah là c'est exactement pareil, déclencher le yin, ça sera vraiment une légère connexion, les épaules et comme si on allait s'asseoir. Ensuite, il y a la deuxième phase où c'est descendre dans l'eau. Donc l'énergie de l'eau, on sait, ça descend. Et donc, descendre dans l'eau, dans la pratique du Qigong, ça va se présenter comme ceci. Une fois qu'on a déclenché le yin, on va simplement laisser les genoux fléchir vers l'avant. Et du coup, ça permet vraiment à tout le corps de descendre dans l'eau. Donc occiput, la bosse occipitale de la tête, coccyx, le dernier os de la colonne vertébrale, en extension. L'eau, ça sera ceci. On descend en fléchissant les genoux, on descend tout le corps dans l'unité. Occiput, sacrum en légère extension. Ça, c'est l'eau. Ensuite, la troisième phase, c'est le métal. Donc une fois qu'on s'est connecté à la terre, qu'on est descendu dans l'eau, on va là, volontairement, avoir l'intention, mais le faire également, relâcher le coccyx. La queue du dragon, donc. On la relâche, on la laisse se planter dans la terre. Ça va avoir pour effet de rentrer toute la colonne vertébrale en flexion. Donc, déclencher le yin, descendre dans l'eau, on relâche le sacrum, le coccyx, et on laisse naturellement le corps entrer en flexion de tout l'axe vertébral. Et ça, c'est le métal. Quatrième phase, pour pouvoir remonter, il va falloir déclencher le yang, connexion au ciel. Pour ceci, on va simplement laisser les genoux continuer à aller un petit peu vers l'avant. Du coup, ça va un peu nous désaxer au niveau du point d'équilibre sous les talons. On va partir encore plus à l'avant des talons et là, du coup, ça va être gênant. On va perdre notre point d'équilibre. On n'aura qu'une envie, c'est de remonter. Donc, on va justement, dès qu'on a cette connexion au ciel et l'envie que le chi, l'énergie du chi, fasse demi-tour sous les talons pour remonter à l'arrière, eh bien, on va la laisser remonter à l'arrière dans la cinquième phase, qui est le feu. Le feu, énergie montante. Donc on se connecte au ciel en laissant les genoux avancer légèrement vers l'avant. Et là, par appui sous les talons, sacrum, coccyx, un appui sur les talons, on va laisser le coccyx vers l'avant tout en remontant, tout en nous redressant sur nos talons. Ça va allonger la colonne vertébrale et ça va faire du feu qui va remonter à l'arrière du corps, tout le long de la colonne vertébrale. Ça va vraiment nous nourrir tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Et quand on arrive au bout et qu'on ne peut plus garder notre coccyx vers l'avant parce que c'est gênant là du coup, eh bien on va le laisser partir, repartir à nouveau en extension avec
l'occiput en extension, pour faire le 6e élément qui est le bois. Le bois, expansion, ça part dans tous les sens. Ça part dans toutes les directions. Voilà les 6 phases, je vous les remonte brièvement. Déclencher le yin, connexion des épaules, connexion à la terre, comme si on allait s'asseoir, occiput, sacrum en extension. Descendre dans l'eau, les genoux avancent, les genoux descendent gentiment, toujours tout le corps en extension. On relâche le sacrum, ça fait le métal, la flexion de tout l'axe vertébral. On laisse les genoux aller légèrement vers l'avant pour se connecter au ciel. Ça veut faire demi-tour sous nos talons, donc on laisse faire tout en maintenant le sacrum en avant. Et ça va faire une élongation de toute la colonne vertébrale avec l'élément du feu. Et là, on le maintient bien, on le savoure. Et quand on ne peut plus le maintenir vers l'avant, on le laisse repartir à l'arrière naturellement. Et ça fait l'élément du bois. Voilà. Donc là, déjà, vous avez un avant-goût des 6 phases de l'onde du dragon. Donc maintenant, pour finir, on va pouvoir se faire une petite série d'exercices, tout en conservant son point d'équilibre, sa détente, sa connexion, et avec les 6 phases de l'onde du dragon, gentiment, comme vous pouvez, vous faites ce que vous pouvez, vous forcez surtout pas. Eh bien, on va essayer de percevoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Alors, l'exercice s'appelle des racines pour les ailes. Donc, on va commencer par le premier mouvement. On se place en flexion. On glisse les genoux vers l'avant et on va déployer les ailes. Et là, vous allez faire comme vous pouvez avec tout ce que je vous ai dit, sans chercher à vous rappeler quoi que ce soit. Vous vous faites plaisir et ça viendra tout seul avec le temps. Déployez les ailes. Avec le sourire intérieur, sourire extérieur, on n'hésite pas à inviter la joie, inviter la détente, on se fait plaisir. On observe, si on veut, ce qui se passe dans les bras, dans les jambes. On va se préparer pour le prochain mouvement qui s'appelle battre des ailes inversées. On présente les mains au ciel dans la flexion. On va monter les bras de chaque côté du corps. Descendre par l'avant dans l'eau, le métal. Toboggan yang, le feu, le bois. Déclencher le yin, descendre dans l'eau, le métal, toboggan yang, le feu, le bois. On n'essaye pas de placer la respiration pour l'instant. On respire comme on a envie. C'est une petite respiration libre. Car pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de percevoir les phases, les points de repère, les mouvements. Ça fait déjà pas mal de choses. Et si on place la respiration, ça va forcer les choses. Et il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit. Il faut vraiment laisser le mouvement se faire naturellement. Et
laisser les perceptions venir naturellement également. Et on ne va pas s'embêter à placer la respiration pour forcer les choses. Ce n'est pas du tout le but pour l'instant. En fait, elle se placera toute seule avec le temps. On se prépare pour le prochain mouvement qui est battre des ailes normales. On va jusqu'où on peut, ne cherchez pas à faire comme moi, on est tous différents, donc on va vraiment faire les mouvements en fonction de nos ressentis, en fonction de là où on en est, en fonction de là où sont nos muscles, nos tendons, nos fascias. Si ça va bien, vous pouvez continuer. Si vous sentez que ça fatigue ou n'importe, vous pouvez le faire assis sur une chaise. Ça marche exactement pareil. Prochain mouvement, soulever, abaisser les ailes. L'eau, le métal, toboggan yang, feu et bois. Déclencher le yin, on se connecte. Eau, métal, toboggan yang, feu, bois. C'est un mouvement naturel pour le corps, hein, cette onde-là. Simplement, on a tellement plein de blocages partout qu'au début, ça peut être compliqué. Mais très vite, ça redevient naturel et agréable. On va se préparer à changer de mouvement dans le métal. Un bras monte et l'autre descend. Déclenche le yin, eau, métal, toboggan yang, feu, bois. On va se préparer pour la clôture. On descend les deux bras. Déclenche le yin, eau, métal, feu, bois. Au métal, on ramène les mains sur le bas-ventre, qui est également le dantian. On peut rapprocher les pieds. Et on observe comment on se sent sur le plan physique. Est-ce que ça circule, toute cette énergie? Comment on se sent sur le plan mental? Est-ce qu'on a réussi à apaiser nos pensées? Comment on se sent sur le plan émotionnel? Est-ce que la joie a pris le dessus sur toutes les autres émotions? Comment on se sent sur le plan spirituel?
Est-ce qu'on a appris un petit peu plus sur nous, sur notre corps, notre esprit? On frotte les mains. Et on va les masser 3 fois le visage. Trois fois derrière les oreilles. Tapoter les bras. On fait descendre le chi. Tapoter le buste. Devant, derrière. Les cuisses. Les mollets. Jusqu'aux pieds. Voilà, j'espère que ça a été pour vous et s'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur yvetteretière-lgc4@gmail.com. Merci beaucoup, bonne pratique. Voilà, ça enregistre. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cet espace dédié à la métaphysique et à l'ontologie. La métaphysique et l'ontologie, alors ça paraît très abstrait pour celui qui n'a jamais mis les pieds dedans, et ça l'est en réalité, hein, pour celui qui n'a jamais, on va dire, étudié les termes de métaphysique. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, hein. On va préciser d'ailleurs à chaque fois qu'on utilise un mot, par exemple comme ego, être, conscience, on va préciser ce que nous, on entend d'un point de vue métaphysique par ce mot-là. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Enfin, on n'essaye pas, on le fait. Et aujourd'hui, on est le 5 décembre. Cet après-midi, j'ai eu l'occasion de regarder les manifestations qui se déroulaient à Paris. J'ai eu l'occasion de regarder les commentaires qu'il y avait aussi sur les lives via ces vidéos. Et effectivement, on est vraiment dans une énergie de guerre en ce moment, de guerre au premier degré, parce que je vais préciser aussi plus tard ce que moi j'entends par être un guerrier, hein, qui n'est pas du tout la définition au premier degré. Donc il y a vraiment une urgence aujourd'hui à cette reconnexion à l'être, à la partie que nous sommes véritablement. Donc c'est ce qu'on va essayer de traiter avec David tout au long de nos émissions. Oui. Oui, effectivement, c'est à mon sens une clé fondamentale de se reconnecter à soi, d'avoir une idée claire sur ce que c'est que soi justement, et où ça va tout ça, parce qu'il y a un sens quand même à tout ça, hein. Et donc acquérir une autonomie spirituelle, c'est-à-dire retrouver sa souveraineté individuelle. Voilà. Alors, je précise tout de suite, autonomie spirituelle ne veut pas dire vivre en autarcie, hein, ou vivre tout seul dans sa montagne, hein. Ça, pour moi, à mon sens, c'est une forme de lâcheté, hein. C'est vraiment différent. Quand bien même, pour certaines expériences de vie, il faut le faire. Mais c'est du cas par cas. Mais on ne parle pas du tout ici de s'isoler. Justement, on va encourager l'organisation en réseau, hein, vu que de toute façon, l'État est en train de nous stopper pour qu'on soit en réseau, hein, parce qu'il sait très bien que toute personne en réseau est indestructible. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment mettre l'accès sur la communauté en parlant de métaphysique, tout simplement. Oui, et effectivement, la spiritualité, la connaissance, c'est aussi une clé essentielle pour la réussite d'une communauté. C'est-à-dire, si on n'est pas guidé par quelque chose qui transcende les égos, c'est forcément voué à l'échec. Et je pense que c'est une des raisons principales d'échec de beaucoup de communautés alternatives. Donc, ce que j'entendais par autonomie spirituelle, c'est acquérir des certitudes sur lesquelles on peut fonder une pratique avec une direction claire, en sachant vraiment où on va et sur quoi on s'appuie. Et aussi avoir plus de discernement,
par rapport à ce qu'on pourrait appeler aussi la fausse lumière, hein, parce que dans la spiritualité, il y a des vérités qui sont dites, et puis parfois c'est des vérités un peu voilées, un peu tordues, avec un peu de mensonge dedans, donc ça paraît très séduisant, mais au final, ça nous laisse tourner en rond. Et ça nous Oui, détourne du but. alors tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que tu faisais allusion aux éco-villages. Il y en a beaucoup qui ont foiré malheureusement parce qu'il y a toujours un gars qui veut être le chef. En fait, et c'est ça, mon ego n'est pas aligné quand on veut être le chef. D'ailleurs, être le chef, pourquoi? On a besoin de se prouver quoi que ce soit. Voilà, il est important que chacun comprenne qu'il est à sa place, chacun est unique en son genre. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir un chef, surtout dans un éco-village où le principe même c'est le partage. Donc c'est pour ça que ça foire les éco-villages en France. Et c'est vraiment dommage. Et justement, nous, dans notre émission, on veut vraiment donner ce goût aux gens que voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un chef. Chacun est son propre chef. Voilà, si déjà on arrive à faire comprendre ça, c'est déjà énorme. Alors, bon, on va peut-être se présenter, David, hein, parce que je pense qu'on est inconnu, en fait. Hein. Oui. Je te laisse commencer. D'accord. Bon, je m'appelle David Moricard, j'ai 49 ans. Et depuis l'enfance, je me posais des questions métaphysiques, notamment pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, je me souviens pas à quel âge je me suis posé cette question, mais au plus j'avais 10 ans, hein, j'avais moins de 10 ans. Parce que pour moi, c'était évident que il ne devrait rien y avoir. Parce que voilà, le rien va de soi. Et donc, l'être pose question. Et ça, c'est des questions qui m'habitaient quand j'étais enfant. Il y avait aussi une méditation que je faisais. Je me demandais de quoi était fait, de quelle substance était faite l'atome. L'atome, en me basant sur la définition grecque, atome indivisible. Donc, voilà, une boule de matière indivisible. Donc, qu'est-ce que c'est que cette matière? De quoi c'est fait? Voilà, donc vraiment, je me posais ces questions-là. Et puis après, j'ai été rattrapé par la pensée dominante. J'ai eu aussi une expérience spirituelle. Je devais avoir 10-11 ans. Et il y avait personne pour en donner toute la valeur et pour me guider. Donc, je m'en suis défendu en quelque sorte. Cette expérience, je me suis retrouvé dans un état de pur témoin, comme si j'étais détaché de la réalité et des événements. Et comme mon mental était pas préparé à ça, il se demandait à quel sein se vouer. Et puis bon, je me suis raccroché à la pensée dominante et au matérialisme. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, voilà, donc avec une formation scientifique classique. J'ai cru au progrès, au transhumanisme, voilà, c'était pour moi, avec la culture que j'avais, c'était naturel. Et puis, quand c'était en 2003, oui, j'avais 32 ans, là, j'ai commencé à me poser, à revenir un peu sur tout ça, parce qu'au fond, j'étais pas satisfait. Je crois que je l'ai dit, j'en ai parlé un peu de ça dans la précédente vidéo. Et puis, donc, il y a des questions qui sont revenues, notamment des interrogations sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après? Et puis, j'avais dans l'idée que c'était après la mort qu'on avait les réponses aux questions. Et heureusement, j'avais des collègues qui étaient branchés. J'avais un collègue radiesthésiste et puis un autre qui était en relation avec un maître vietnamien qui travaillait sur l'énergie universelle. Et là, il m'a envoyé un jour un texte sur l'énergie universelle. Et là, il y a tout le pan des spiritualités orientales qui s'est ouvert à moi. Et c'est là que je me suis mis en chemin. J'ai commencé à chercher ma voie. Voilà. Donc, j'ai commencé par aller grenouiller dans les rayons spiritualité de la FNAC
du grand cercle, la Sergi, ce qui m'a conduit à me faire initier au Kriya Yoga, que j'ai pratiqué pendant 5 ans, pour ensuite me faire initier par Shri Tatata au feu sacré. J'ai participé aussi à des rituels védiques en Inde. J'ai beaucoup pratiqué le pranayama, des récitations de mantras, des récitations d'hymnes védiques. Voilà, donc Alors, une pratique je formelle. te coupe Oui. une seconde, David, pour te poser une question. C'est-à-dire que là, il y a certainement des gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, qui, à mon avis, le mot initiation spirituelle, ça va les faire bugger. Dans le sens où ils en ont certainement jamais vécu une, ou alors dans cette incarnation. Donc, est-ce qu'on peut préciser en fait qu'une initiation spirituelle, c'est surtout quelque chose qui se ressent physiquement. C'est pas on récite, j'essaie de dégrossir pour vraiment ceux qui n'ont jamais entendu. C'est vraiment quelque chose de très profond qui vous change d'une seconde à l'autre en fait, et ce pour le reste de votre vie. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas, déjà ça ne se fait pas avec des drogues ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de tout à fait naturel auquel chaque être humain aspire. Alors, je pense que c'est important de préciser ça. Oui. Excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Alors oui, donc j'ai eu une première initiation au Kriya Yoga par un maître de Kriya Yoga, et cette initiation m'a ouvert tous les chakras. Donc là, j'ai eu accès au monde subtil. Et depuis ce temps-là, je vis dans mes corps énergétiques. Alors qu'avant, c'était des ressentis auxquels je n'avais pas accès. Et quand mon collègue qui, lui, avait les chakras ouverts m'en parlait, et je ressentais rien et je comprenais pas ce qu'il me disait. Donc ça m'a ouvert au ressenti subtil, au chakra et au ressenti subtil. Et donc effectivement, oui, ça se ressent physiquement parce que quand ils sont fermés, ils sont bien encrassés, et quand l'énergie est très forte et que ça circule pas bien, ça fait mal. Mais c'est pas l'initiation en elle-même qui fait mal. Mais surtout l'initiation, après chacun a sa façon de la vivre, l'initiation. Et puis il y a des initiations énergétiques, il y a des initiations spirituelles. C'est surtout lors de l'initiation, on reçoit une énergie, et après, en pratiquant la technique qui nous est donnée, eh bien, on permet à cette énergie de se déployer et de nous transformer. En fait, c'est comme une porte. Hein. L'initiation, oui. C'est une porte, hein. Ni plus oui, ni moins. Oui, alors l'initiation au feu sacré, c'est l'initiation qui amène justement à la réalisation de la conscience, ce qui s'est produit pour moi en 2013. Mais pour moi, les pratiques énergétiques externes, pranayama, yoga, tout ça, c'est très important pour se purifier, pour clarifier les corps, pour fluidifier la circulation de l'énergie. Mais alors, ça peut arriver, hein, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on s'éveille vraiment spirituellement. Pour moi, les initiations les vraies initiations spirituelles que j'ai eues, c'est en lisant les livres et en regardant les satsangs de maîtres vivants qui expriment la parole. Voilà, la parole, le sens que j'y donne, c'est les mots qui viennent du soi, qui viennent du cœur. C'est des mots qui portent en eux cette énergie si particulière qui justement qui nous ramène à soi, qui nous ramène dans la paix, dans la joie, dans une forme d'expansion. Ça nous ramène à la maison, et ça, il y a vraiment une saveur particulière à cette énergie, qui est la saveur de l'énergie des maîtres, ce que j'appelle les maîtres authentiques, les maîtres spirituels. Après, il y a des maîtres dans tous les domaines. Il y a des maîtres dans l'énergie, il y a des maîtres de piano, d'arts martiaux, voilà, concernant la spiritualité. En cuisine, en agriculture, en tout, en fait, de chaque domaine d'activité a de la maîtrise, donc à un maître.
Et la spiritualité peut être appliquée à n'importe quel domaine. En fait, c'est vraiment pas cantonné à soit la religion, soit le développement personnel. Non. Chacun sa propre spiritualité, sa propre manière de vivre. Il y a des gens, ils utilisent jamais, ils parlent jamais de spiritualité, d'esprit. Pourtant, ils sont bien plus spirituels et avancés que certains qui en parlent. Oui, c'est remarquable. Oui, il y a des personnes qui effectivement sont, en tout cas arrivent dans cette vie, elles sont naturellement bonnes. Je pense qu'elles ont fait le travail dans les vies précédentes. Il y a des chances. En tout cas, une partie, bah oui. Je crois qu'on passe tous par tous les stades possibles, hein, par le pire et le meilleur. Ça fait partie du chemin de maturation spirituelle, justement. Et donc voilà, donc des initiations, mais des initiations, il y en a dans les bons bouquins de spiritualité. Hein. C'est à partir du moment où on reçoit une vérité dans son cœur, c'est une initiation. À partir du moment où il y a une prise de conscience, c'est une initiation. Et après, pour actualiser, pour incarner l'initiation, là, après, il y a une pratique. Donc, quand c'est énergétique, bah, ça peut être des pratiques de yoga, de pranayama, tout ça. Quand c'est spirituel, c'est des pratiques plutôt intérieures. Et plus ça va, normalement, plus la pratique devient intérieure. Alors, c'est nécessaire dans l'environnement où on est, et d'ailleurs, c'est une des autres clés pour l'autonomie, c'est la clé énergétique. Donc, c'est nécessaire d'avoir quand même une bonne hygiène énergétique avec des pratiques énergétiques pour maintenir un taux vibratoire suffisamment élevé pour rester le plus possible sur le plan de l'être et sur le plan de la conscience. Parce que sinon, quand on redescend en vibration, ça se voile. Et si l'éveil n'est pas profond, ben, on peut, pendant un temps, repartir dans le mental ordinaire. Et puis, voilà, jusqu'au moment où la providence, nous fait quoi, nous? Une tare, hein, ça fait partie du processus. Hein. On ne peut pas faire la coupure nette. Vous savez, si on a vécu pendant 30 ans d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on reçoit une initiation que du jour au lendemain, on va. Et puis ça serait faux. Ça serait complètement déjà celui qui chamboule tout du jour au lendemain. Ben, à 100%, il va droit dans le mur. En fait, les choses doivent se faire doucement, chacun son rythme, et tout est parfait pour chacun. Donc voilà, ça fait partie du chemin. Et moi, je vais le répéter certainement à chaque émission parce que c'est vraiment le plus important. C'est pas tant ce qu'on dit qui importe, c'est l'énergie qu'on met dans ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, avec David, on est dans une énergie où vraiment on veut faire cette distinction entre être et ego pour que les gens souffrent moins, tout simplement. Parce que quand les gens ont fait ce travail, ont fait ce chemin, c'est une libération, en fait, ni plus ni moins. Oui. Ça s'arrête là. Et aujourd'hui, notre rôle, il est vraiment crucial, il est primordial, il est d'une importance capitale aujourd'hui dans la société des hommes nouveaux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire, quand je dis hommes nouveaux, c'est-à-dire avec justement ces concepts-là, où on enlève l'ancien, c'est fini, tout ce qui est... Si vous voulez, vous avez eu 10 à 15 ans là, pour faire votre choix, c'est-à-dire à savoir qui vous êtes, mais aujourd'hui, je suis désolé, à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Alors oui, il y en a, ils vont dire que c'est une phrase bateau, mais quand bien même, c'est la vérité. Aujourd'hui, on doit... voilà, aujourd'hui, il y a deux camps qui se dessinent. Il y a ceux qui ne feront pas cette distinction-là et ceux qui la feront, en fait. Sauf que ceux qui l'ont faite aideront toujours ceux qui ne l'ont pas faite. Mais en attendant, ceux qui ne l'ont pas faite, ils font chier ceux qui l'ont faite. Vous voyez, alors, ce que je dis, c'est pas méchant, mais parce qu'au final, personne ne fait chier personne, c'est pas vrai, vu que tout est parfait. Bon, on a des réactions humaines encore, hein. On n'est pas on vit pas là-haut, on vit sur Terre. Donc, voilà, mais en tout cas, nous, dans notre émission, aujourd'hui, on a peut-être abordé beaucoup de sujets, beaucoup de termes différents, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas être comme ça à chaque fois, ça va être beaucoup plus structuré par la suite. C'est simplement que le temps que nous ayons des auditeurs, on attend des questions sur lesquelles on va pouvoir caler nos émissions. C'est pour ça que David, en description, d'ailleurs, il y aura l'adresse mail. Oui.
Et vraiment, n'importe quelle question est bienvenue. Ne vous dites pas, ah bah c'est con comme question. Non, non, non. Toutes les questions sont bienvenues. Et évidemment, on pourra en traiter qu'une ou deux à chaque vidéo, mais on essaiera de faire le maximum. En tout cas, c'est ce pourquoi on s'est engagé. Oui. C'est vrai qu'on pourrait continuer encore à parler comme ça pendant 1 heure, 2 heures, etc. Mais s'il y a des questions des téléspectateurs, ça va donner une autre dimension. Et oui, voilà, on compte sur vos questions, sur vos remarques, voilà. Et puis, on vous donne rendez-vous à la prochaine émission alors. Exactement. Oui, je pensais que tu allais encore dire quelque chose, c'est pour ça. Non, j'attendais que tu passes la balle. Passer la balle. Ouais. Et alors, du coup, on va terminer en beauté, hein, comme on va finir à chaque fois. Mes amis, le but contrôle le tout. Je suis en paix. Et je vous remercie. À la prochaine. Bye. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me nomme Serge Bassino. Je suis enseignant. Je suis formateur en développement personnel, conférencier. Et à ce titre, j'organise avec mon épouse Laetitia Beretti des séminaires régulièrement. Je suis psychothérapeute comportementaliste, c'est-à-dire que j'étudie le comportement des gens et je recherche la source à la base de ce comportement. J'aide les personnes à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils sont ce qu'ils sont et pourquoi ils parlent comme ils le font. J'ai écrit une douzaine de livres et romans, dont 5 ont été déjà édités au format numérique sur Amazon. Une de mes spécialités, enfin ma spécialité préférée, je dirais, mon hobby, mon passe-temps, ce que j'aime le plus, c'est la symbolique socio-spirituelle. C'est-à-dire cet art de relier l'actualité, l'événementiel, à ce qui se passe dans l'intériorité de l'être, c'est-à-dire à l'intérieur de l'être humain. Hein. Autrement dit, tracer une relation, un trait d'union entre ce qui se produit et cela qui le produit, parce qu'il existe un lien direct entre ce que nous vivons et ce que nous pensons. Bon, ça c'est presque un lieu commun, c'est connu dans l'ésotérisme, mais ce que l'on ignore, c'est que on est toujours en train d'essayer de vouloir changer le monde extérieur, alors que ce monde extérieur, comme le dit l'adage, n'est qu'un fidèle reflet de notre propre intériorité, de notre propre monde intérieur. Donc plutôt que de changer la planète, l'extérieur et les autres, ce qu'il faut c'est se changer soi, c'est-à-dire changer son monde intérieur, changer de monde, et à ce moment-là on s'aperçoit que c'est plus utile de vouloir changer la planète parce que tout change comme par magie, tout change automatiquement autour de nous dès l'instant où notre monde intérieur ne fait plus appel à une certaine extériorité, voilà. Donc c'est un mot difficile à dire, extériorité. Donc, du coup, on va dire que si une personne se transforme intérieurement, elle va devenir moins magnétique pour des choses négatives, elle attirera des choses qui sont tout d'abord moins négatives, et par la suite qui seront neutres, et par la suite encore qui seront plus positives. Voilà. J'aime aussi pratiquer la symbolique initiatique des rêves, ou le symbolisme onirique, hein, la symbolique des rêves, c'est-à-dire que quand les gens me racontent leurs rêves, je leur explique ce que ça signifie, parce que, comme vous le savez sans doute, comme nous le savons tous plus ou moins, les rêves sont un des langages du subconscient, et donc comprendre le sens de nos rêves nous permet de comprendre non pas qui nous sommes, mais qui nous sommes à notre insu, c'est-à-dire ce que nous avons enregistré de nous et que nous avons par la suite oublié. Voilà. Donc, je suis heureux de participer à cette grande aventure sur la web TV du grand changement. J'espère vous revoir bientôt, vous retrouver, si possible en live, parce que je suis pas trop habitué de parler de moi, je suis pas habitué de me présenter. Par contre, ce que je préfère, c'est répondre aux questions et le live direct, hein, voilà, en rapport avec les gens. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et au plaisir surtout de se voir, de se rencontrer peut-être.
Bonjour, Serge Bassino. Pour la web TV Le Grand Changement au quotidien, LGC4. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux glandes principales importantes que nous avons dans le cerveau, que sont l'épiphyse et l'hypophyse, c'est-à-dire la glande pinéale et la glande pituitaire. On parle beaucoup de ces glandes, et en particulier en rapport avec ce qu'on appelle le troisième œil. Or, il est intéressant de noter que la version de l'ésotérisme pur et dur, autrement dit l'ésotérisme hors tradition, celui que j'enseigne depuis des années et celui qui fait partie de la psyéso, de la psychologie ésotérique que j'enseigne également, dans cette façon de voir le troisième œil, il est fait mention de lois et de principes bien précis, desquels il est difficile de s'extraire si on veut rester rationnel et logique. On dit que le troisième œil est lié à la glande pinéale, autrement dit à la glande qui est reliée au 7e chakra, le coronal, le chakra couronne qui est au sommet du crâne. Alors, ça serait vrai si on partait du principe que cette pinéale nous permet d'avoir cette fonction de voir. C'est un petit peu comme si on disait des jumelles nous permettent de voir. Une paire de jumelles ou une longue vue, peu importe. Un appareil optique, on va dire. Mais on va prendre l'exemple d'une paire de jumelles. Une paire de jumelles nous permet de voir, très bien. Mais est-ce qu'une paire de jumelles est faite pour voir? Est-ce que les jumelles voient? Non, les jumelles sont un outil qui sert à voir. Donc il faut cela qui regarde et l'objet qui sert à regarder. Autrement dit, une paire de jumelles ne serait d'aucune utilité pour nous si nous n'avions pas ce réflexe de le mettre, de les porter à nos yeux pour regarder. Donc les jumelles ne sont pas la vue. Et la vue sans les jumelles ne porte pas bien loin. Donc dire que le chakra 7 ou que la glande pinéale qui lui est intimement liée, qui est ce qu'on appelle la glande connexe. Dire que la glande pinéale est le troisième œil, c'est partir du principe que des jumelles sont la fonction de voir. Or, pour que des jumelles servent à voir plus loin, il faut qu'il y ait le regard humain qui se serve des jumelles. Nous avons dans le cerveau deux glandes principales. On va dire qu'on en a trois, si on compte les sécrétions hormonales de l'hypothalamus lui-même, mais on va simplifier et dire qu'il y a deux glandes endocrines, c'est-à-dire à sécrétion interne. Ces deux glandes sont donc les glandes pinéales, ou épiphyse, et la glande pituitaire, ou hypophyse. On sait que la glande pinéale est reliée au centre coronal, et non pas au centre frontal comme on le dit souvent. Mais il est normal que l'on se trompe encore une fois, parce que les gens considèrent qu'une paire de jumelles permet la vision, alors qu'elle permet la vision à condition qu'on la porte aux yeux. Sinon, les jumelles en elles-mêmes ne voient rien. Bon. Donc la glande pinéale est reliée au coronal et permet en effet d'avoir accès à quelque chose qui dépasse l'humain. Parce que le centre coronal, le 7e chakra, comme on dit, est quelque chose qui transcende l'être humain. C'est quelque chose qui permet d'aller au-delà de l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps. L'humain lui-même, c'est-à-dire nous, vous, moi, nous nous arrêtons, entre guillemets, généralement au 6e niveau, c'est-à-dire que nous nous arrêtons au niveau du centre frontal. Il est rare qu'une personne voit plus loin que sa capacité à voir. Si elle veut voir plus loin ou d'une manière plus élargie que sa propre capacité à voir, autrement dit, si elle veut ne plus être limitée à ce qu'elle incarne, à ce qu'elle est, parce que le 6e chakra nous permet la vision de qui nous sommes, mais ne nous permet pas nécessairement la vision de qui sont les autres, qui est l'univers, ou qu'est-ce que l'univers, etc. Si on veut grossir notre vision, il nous faut un appareil d'optique. Et cet appareil d'optique nous est donné par la glande pinéale, par le chakra 7. Donc on va dire que notre glande pituitaire, qui est reliée au 6e chakra, qui est ici, le centre frontal, ou ajna en sanskrit pour ceux qui aiment ça,
Donc cette glande-là est relative au fonctionnement de notre personnalité. Je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo pour vous parler de l'anté et de la post-hypophyse et des fonctions qui sont propres à chacune de ces deux parties. Parce que c'est une glande qui est duelle, c'est une glande qui a deux lobes, la glande pituitaire, le lobe antérieur et le lobe postérieur, les deux ayant une fonction bien particulière au niveau du je et du moi. Mais on va dire qu'une personne qui est relativement équilibrée, qui a accès à ses mémoires, et qui est vraiment celle qui a accès à ses mémoires, et non pas les mémoires qui ont accès à elle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dirigée par ses conditionnements mentaux, mais que c'est elle qui s'en sert. Donc on va supposer que la personne a un lobe antérieur qui est très actif, qui est polarisé correctement, et elle veut voir autre chose que ce qu'elle connaît déjà, autrement dit, autre chose que ce qui se limite à sa propre personne. Pour ça, elle a besoin d'une paire de jumelles, et cette paire de jumelles lui est donnée par la glande pinéale, par le chakra 7. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Et ce lien, cette espèce de relation électromagnétique qu'il peut y avoir entre ces deux glandes va créer un pont, et ce pont va permettre à la personnalité, à l'individualité plus exactement, parce qu'arrivé à un certain niveau, on n'est plus une personnalité mais un individu, quelque chose d'insécable, quelque chose qui est dans l'individu, qui ne peut être divisé par ses propres schémas mentaux, parce qu'il est passé au-dessus, il s'en est rendu maître. Donc dès l'instant où, à partir de cette glande, de ce niveau supérieur de notre être, dès que nous pouvons accéder à la vision qui est encore plus supérieure à celle que nous avons à notre propre sujet, à ce moment-là, il se crée un pont. Alors, là aussi, je ne peux pas trop non plus parler de la manière dont ça se produit. Est-ce que c'est nous qui allons vers... Est-ce que c'est nous, en tant que glande pituitaire, qui appelons le lien avec la glande pinéale? Est-ce que c'est le lien... Est-ce que ce même lien nous est proposé par la glande pinéale vers la pituitaire? Peu importe la version que nous préférons, il peut y avoir un appel et une réponse. Il y a toujours réponse quand il y a véritable appel. Mais il faut savoir d'abord ce qui peut perturber, pour pas dire annuler carrément la formation du troisième œil, c'est quand une personne veut voir elle, quand elle a des a priori de vision. Autrement dit, qu'elle a envie de voir ce qu'elle préfère voir, et non pas voir la réalité ou voir la vérité telle qu'elle est, nue et crue, mais voir une vérité qui ne l'offusque pas trop, qui ne la dérange pas trop pendant son sommeil, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une personne qui veut voir est une personne qui va s'inventer une vision, qui va adapter ce qui est le monde, l'actualité, ce qu'on appelle, va l'adapter à sa propre réalité intérieure. Tant que nous faisons ça, nous avons bien sûr le désir de voir, mais surtout, nous avons le désir de voir ce qui nous dérange le moins ou ce qui nous arrange le plus. Et ça, c'est ce qui nous coupe véritablement d'une manière quasi totale, non pas définitive, mais totale, de cette fonction de troisième œil. Dès l'instant où nous comprenons nos limites, et notre limite se résume à nous, elle commence par nous, elle se termine par nous. Autrement dit, tout ce que l'on sait passe par le filtre de notre mental. Dès l'instant où on est ouvert à une vision qui est déconditionnée, qui est déprogrammée, appelez ça comme vous voulez, à ce moment-là, nous pouvons avoir accès à la vision avec des jumelles, autrement dit, voir plus loin, voir plus haut, voir plus large. Et dès l'instant où la pituitaire, par son désir de se dépasser, quand on le représente l'individualité concentrée, par ce désir de dépasser sa propre vision pour une vision supérieure, la pinéale répond et crée un pont à l'aller. Si la personne est d'accord pour voir ce qu'elle commence à voir dès que le pont se fait dans un sens uniquement, c'est-à-dire que la pinéale commence à nous faire avoir des rêves éveillés, elle nous envoie des messages télépathiques ou visuels ou mentaux, etc. Peu importe, des ressentis différents, quelque chose qui va nous permettre de dire, tiens, on n'est pas seul. On n'est pas seul dans l'univers, on n'est pas seul, sans non plus parler de soucoupe volante, tout ça, bien qu'on peut le faire si on veut, mais on peut se dire, tiens, je sens des présences, etc. Donc ça, c'est un premier, on va dire, une première tentative de contact. C'est un petit peu comme si on veut relier la pinéale et le centre coronal à Dieu, on va le dire comme ça, pour ceux qui y croient, ou que, quelle que soit votre croyance, à une intelligence supérieure. Cette intelligence supérieure nous dit, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Et elle veut voir, elle veut tester nos réactions. Si nous n'avons pas peur, si nous ne sommes pas trop choqués, si on n'est pas trop dérangé, que même si on l'est, on s'arrange avec notre dérangement, si je puis dire. Si les choses se passent bien,
Hein, comme on dit, nos rêves, nos expériences, peut-être même, pourquoi pas, une sortie de corps, comme on dit, hein, dédoublement, etc. Bon, si nous arrivent des prémices d'une vie psychique plus élaborée, d'une vie spirituelle plus élargie, à ce moment-là, puisqu'on réagit bien, ben, donc c'est comme si on disait oui, c'est comme si on donnait notre accord. Tu me proposes ça c'est le premier accès de la pinéale vers la pituitaire, et moi je te réponds que je suis d'accord avec ça. Je ne dis pas que ça a toujours été facile, mais j'accepte cette idée de ne pas tout savoir et d'avoir accès à une connaissance beaucoup plus élaborée, beaucoup plus systémique, je dirais, hein, qui implique le système solaire, on va dire. Du moins dans un premier temps, on peut aller plus loin, mais au départ, une vision systémique est plus intéressante encore qu'une vision planétaire, hein, voilà, qui se résume à l'humanité. Donc, si cette réponse de l'homme à la capacité de voir plus loin, cette capacité qu'on va qualifier de divine, hein, en termes d'adjectif, de parfait, donc, si notre réponse est favorable, elle est positive, et qu'elle est sincère, à ce moment-là, il se crée un pont aussi en retour. C'est-à-dire qu'on a un pont non seulement qui peut envoyer des infos, mais nous pouvons en envoyer. C'est-à-dire que non seulement on ne se contente plus de recevoir des images, une imagerie mentale comme ça, hein, qui nous est proposée et non pas imposée, mais en plus on peut demander quel type d'imagerie mentale on aimerait bien recevoir. Et il y a à son tour une réponse de notre être-té supérieur pardon, qui va nous proposer d'autres images plus en rapport avec notre volonté et plus en rapport avec notre recherche, plus en rapport avec notre identité. Peut-être que ces images nous permettront de mieux nous connaître encore et de réaliser que même quand on croit se savoir, ben, on ne se possède pas vraiment, parce que le véritable savoir se lie avec un S apostrophe. Il ne s'agit pas de beaucoup connaître, mais de se posséder à fond. Et à fond, on ne se possède jamais. Sans l'aide de Dieu, entre guillemets, pour ceux qui y croient, sans l'aide de Dieu, il est difficile de posséder quoi que ce soit. Hein, voilà. Nous sommes en état de réception, et celui qui est en état de réception n'est pas celui qui peut souffrir. Il est celui qui a besoin, donc il t'en manque. Donc si on reconnaît cette partie-là, on reçoit tout ce dont on a besoin. Voilà. Donc, maintenant, à propos de ce troisième œil, qu'est-ce que ce fameux troisième œil? Ben, c'est dès l'instant où la personne a reçu une invitation divine, et qui répond favorablement à cette invitation. C'est-à-dire qu'il ne réagit pas d'une manière outrancière, qu'il n'est pas choqué, qu'il ne rejette pas tout, qu'il n'a pas peur. Hein, bon. Dès l'instant qu'il y a une réponse qui est jugée favorable, alors peu importe qui, quoi, crée un aller-retour. Et cet aller-retour va rapprocher, non pas physiquement, la glande pinéale et pituitaire, évidemment. Hein, l'épiphyse et l'hypophyse ne peuvent pas bouger, surtout une des deux qui est dans ce qu'on appelle la sella turcica, la selle turcique, elle ne risque pas de sortir. Bon, si elle s'extrait, on est un peu gêné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux glandes avaient une activité qui leur était propre. Autrement dit, la pinéale fonctionnait pour elle, hein, voilà, à notre insu. Nous fonctionnions à l'insu de notre être multidimensionnel, on va dire, hein, des niveaux supérieurs de ce même être multidimensionnel. Donc on va dire que chacun était dans son coin et fonctionnait dans son trip mental et ne s'occupait pas de l'autre. Bon. Maintenant qu'il y a ce lien qui a été librement consenti des deux parts, hein, qu'il y a une proposition et une réponse favorable à cette proposition, alors il va se créer une augmentation de l'activité électromagnétique de chacune des deux glandes. Ce qui fait que les deux glandes vont se mettre à irradier, non pas de la lumière nécessairement, bien que du côté de la glande pinéale, on va la mettre comme ça, du côté de la glande pinéale, bien sûr qu'il y a une activité qui est lumineuse. Mais simplement, et pour employer des termes compréhensibles par tous, et non pas d'un point de vue purement technique, des fois c'est un peu froid, c'est un peu laborieux, on va dire que chaque glande a une aura. Et cette aura va s'expanser, à tel point que les deux auras vont finir par se toucher et se mélanger. D'accord ? Et le point de mélange, c'est-à-dire que, imaginez deux cercles qui se mélangent. Au milieu, ça va faire une espèce d'ovale, comme ça. Cet ovale-là, qui prend d'ailleurs la forme, mais dans ce sens-là, de l'œil d'Horus, hein, ou l'œil de Shiva, pour ceux qui préfèrent cette version-là, hein, cette forme en œil va créer le troisième œil. Donc le troisième œil est une condition qui découle de l'activité conjuguée de deux pôles opposés mais complémentaires. Ça, c'est la version technique. Autrement dit, vous prenez un papa, vous prenez une maman, ils sont dûment unis par le lien de l'accouplement, et au bout de 9 mois, vous avez un enfant qui est le résultat, qui est le troisième point du triangle pour ceux qui connaissent le niveau initiatique.
Bon, voilà. Donc il y a toujours deux conditions opposées et complémentaires qui sont dûment unies et qui créent une troisième condition dont la nature dépend de la nature des deux conditions préalables. Voilà. Ça a l'air un petit peu comment dire, confus de l'expliquer comme ça, mais c'est comme si on disait que vous êtes un enfant, vos parents, vous synthétisez à vous seul leurs qualités. Vous avez peut-être les yeux de votre mère et le visage de votre père, ou l'intelligence de votre mère, on va donner ça à la femme, et on va dire le côté bourru de votre père. Hein, voilà, comme ça tout le monde est content. Là je plaisante. Voilà, donc on sait qu'un enfant, peu ou prou, plus ou moins, synthétise les qualités, les défauts, autrement dit la génétique parentale, hein, on va le dire comme ça. Mais là c'est la même chose, votre troisième œil qui va se former, c'est-à-dire la résultante, l'union des deux polarités qui vont se toucher, non pas physiquement encore une fois, mais d'une manière électromagnétique, à ce moment-là ça va créer cette troisième condition qui est le fils. Hein, le fils de la mère, le fils du père, la mère étant la glande pinéale, et le père, autrement dit, l'origine, hein, là où il y a le germe de désir de vouloir voir plus loin, ben ça va être la glande pituitaire. Voilà. On va dire que ce sont deux polarités opposées et complémentaires qui s'unissent, qui se complémentarisent et qui donnent naissance à une troisième condition. Et là, nous avons le troisième œil. Alors, est-ce que le troisième œil est le même pour tous? Oui et non. La technicité, comme ça arrive, ce troisième œil, oui, c'est la même chose pour tous. Ça arrive toujours de la même façon. Par contre, cet œil qui se crée, donc par ce mélange, vous savez, des deux cercles là qui vont se mélanger et qui vont créer une espèce d'ovale, cet œil sera non pas plus ou moins gros, mais plus ou moins actif du fait de l'osmose. Parce que l'être humain, au fond de lui, a toujours un peu peur de Dieu. Parce que Dieu représente le pouvoir absolu. Et la dernière fois où il y a été confronté, c'était papa-maman, et il n'a pas toujours aimé cette espèce d'emprise psychologique qu'ils avaient sur lui, même si c'était pour son bien et qu'il le comprend, il a gardé le souvenir quand même de deux personnes plus puissantes que lui à tous les niveaux, qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient de lui. Donc voilà, donc on craint Dieu parce qu'on se dit, si mes parents ont pu me brimer quelque part, hein, même si ce n'était pas leur intention, on est bien d'accord, qu'en est-il de Dieu, qui lui est surpuissant? Voilà, donc on a tous plus ou moins peur de Dieu et on est habitué, on a envie de s'habituer à lui. Hein, on a besoin d'un temps d'adaptation. Et ce temps d'adaptation va faire que l'ovale du milieu va être de plus en plus grand parce que les deux rayonnements vont se mélanger de plus en plus jusqu'à ce qu'ils se confondent et que l'aura soit telle qu'il n'y ait plus un œil mais qui est un cercle. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la conscience cosmique, c'est-à-dire la conscience globale. Peut-être que le mot conscience cosmique parlera moins à certains, parce qu'il a l'air un petit peu tiré par les cheveux, parce que conscience cosmique, c'est énorme. Mais sans aller si loin, on peut passer de la conscience individuelle à la conscience planétaire, dès qu'il y a les deux petits rayons qui se touchent, hein, les deux petits auras, et on peut passer à la conscience systémique, autrement dit du système solaire. Autrement dit, on a une conscience solaire, si vous préférez, ou systémique selon vos goûts. Et après, on peut passer à une conscience dite galactique, qui nous permet de passer d'un état d'esprit général, humain ou pas, ça s'appelle un système solaire, une galaxie, etc., à d'autres états d'esprit, humains ou non. Hein, voilà. Il y a des êtres sur Terre qui sont capables de comprendre, mais parfaitement, les êtres de la 6e, voire de la 7e dimension. Bon, la 7e, c'est beaucoup plus rare, ceux-là, ils sont un peu cachés, mais il y a des gens qui, non seulement étaient prêts pour la 5e depuis des années et des années, mais ils peuvent comprendre les êtres de la 6e dimension, ils sont déjà en contact avec eux, et peuvent déjà, jusqu'à un certain point, communiquer avec eux, en faisant profiter ou pas les autres de cette communication, parce que rien n'est dû, et dès l'instant où on doit quelque chose, c'est une corvée, c'est plus un partage. Hein, voilà. Bien, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que c'était pas trop technique. J'ai essayé de faire avec les moyens du bord, parce qu'il n'existe que très peu de termes terrestres, matérialistes, pour parler de choses de l'esprit, vous pensez bien. Et si on n'a pas une formation pour ça, certains termes peuvent paraître un petit peu compliqués, pour pas dire plus. Voilà. Donc j'espère avoir été à peu près précis. Si le sujet plaît, on pourra le développer un peu plus lors d'autres audiences. Je rappelle que cette courte vidéo était faite pour la web TV Le Grand Changement au Quotidien, LGC4, et je vous donne rendez-vous, peut-être, si ça vous convient, si ça vous plaît, s'il y a de la demande, pour d'autres vidéos. Je vous remercie, passez une excellente journée.
nettoyage. Quoi qu'on fasse ici sur cette terre en tant qu'être humain, de toute façon, ça doit passer par le nettoyage. Au moins, si tu veux être bien, ou sinon, ça parle de nettoyage que tu n'as pas fait, ou du nettoyage à faire, ou du nettoyage qui est en train de se faire. Mon outil principal, c'est l'amour. Et du coup, je parle pas non plus de développement personnel. Donc, je parle pas de naturopathie, je parle de femme de ménage. Je parle des outils, mais le grand outil, c'est donc l'amour. Et après, je parle de développement personnel, mais je ne fais jamais de développement personnel. Je fais du dépouillement personnel. Donc, en fait, ben ouais. Et parce que en fait, j'aide les gens à se débarrasser de ce qu'ils sont pas. Et que ce nettoyage, il va s'appliquer sur tous les corps. Et suivant le problème que tu as, tu vas peut-être commencer par nettoyer un corps avant un autre. Mais de toute façon, le but, c'est de faire le nettoyage de tous les corps en se dépouillant de ce qu'on n'est pas, en se lavant de ce qui est usé, sale, toxique, qui ne nous appartient pas, etc., etc. Oh. Que peut-il nous arriver de mieux, quoi, d'autre? Ah, t'as raison. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine Fleury. Bonjour Franck, ça me fait super plaisir. Quel bonheur de te recevoir au grand changement au quotidien. Un grand changement au quotidien, c'est notre nouvelle chaîne. Et ça fait un grand plaisir de te revoir. On ne s'est pas vu très souvent ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, ça me fait super plaisir. Et puis, c'est bien que justement, ça sera peut-être plus quotidien de pouvoir échanger un petit mot, une petite phrase, un petit bonjour. Oui, parce qu'on va avoir la chance de pouvoir t'écouter. Avec grand plaisir. Ça te convient. Et pour nous parler de nous, de notre corps, de notre santé, de notre vie, hein, c'est ça. De notre quotidien. De notre quotidien. Parce que c'est là que ça se passe. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, tu es naturopathe à la base? À la base, oui. Oui. À la toute base, je suis une femme qui cherche sa féminité et l'amour dans la vie. Ça m'a amenée à la naturopathie et avec, je dirais, des portes qui s'ouvrent à l'infini là-dessus. Oui. Oui. Et donc, ton parcours, en gros, c'est… Mon parcours, c'est de passer 29 ans à chercher qu'est-ce que j'étais venue faire ici. J'ai découvert la naturopathie, j'ai dit tiens, un truc qui va répondre aux questions que je me pose vraiment, parce que le reste, il n'y avait jamais répondu, et un truc qui m'enferme dans rien et qui ouvre toutes les portes. C'est vraiment ça que j'ai eu la bénédiction de recevoir comme une révélation quand j'ai rencontré la naturopathie à 29 ans. Ah oui. Et voilà. Et donc, j'ai fait mes 4 ans d'études à l'Institut Rousseau à Paris à l'époque. Alors, 4 ans d'études, c'est pas 4 ans tous les jours, hein, c'était à coup de stage, de week-end, etc. Et il m'a fallu encore 10 ans pour m'installer parce que j'avais un gros problème de confiance en moi. Et je pense peut-être même aujourd'hui, je pense que j'avais peut-être un problème d'autisme. Mais je l'ai jamais affiché comme ça. J'ai toujours pensé que j'étais pas normale et j'ai tout fait pour avoir l'air normal. Oui. Et puis petit à petit, c'était difficile, mais ça peut donner le change. Et puis petit à petit, oui, j'ai répondu à de plus en plus de questions et c'est comme un pulse sur lequel j'attrapais comment je dirais, un petit morceau à chaque fois. Et aujourd'hui, le pulse, au fur et à mesure des années, ce pulse, il me montre des tas de choses et j'ai une vision, je pense, très globale, très holistique du coup, grâce à la naturopathie et à tout le reste, qui me donne une vision un peu globale, qui me permet de voir d'une manière globale peut-être et d'aider une personne dans sa globalité pour voir si elle a un problème, d'où il vient, les causes, comment on peut les régler et comment on peut poser au quotidien de la santé dans sa vie. En fait, on ne pose pas assez d'attention à ce corps physique et en même temps, on ne voit que par lui, on ne fait qu'avec lui sans prendre conscience de tout le reste. Au départ, notre corps, il ne demande que ça, d'être en santé. Si on a l'impression qu'il ne l'est pas, c'est parce qu'il répond à une demande quelque part, une demande de rejet, une
demande de manque d'amour, une demande de refus de choses dont on a besoin. Et c'est ça que tu vas nous apprendre. En fait, le corps, l'être, ne sait pas faire autre chose que de la santé. Il est toujours en train de chercher l'équilibre pour revenir à cette santé, comment je dirais, innée. Mais comme on le comprend pas, comme on se comprend pas, comme on s'aime pas, on répond pas à ce besoin-là. Oui, finalement, il faut faire beaucoup d'efforts pendant des années pour arriver à être malade. Oui. C'est un travail de tous les instants. C'est un travail de tous les instants et le problème, c'est qu'on n'est pas seul à y travailler. Donc, effectivement, c'est pas l'intérêt de tout le monde qu'on soit en pleine forme et en pleine santé et qu'on soit parfaitement nous-mêmes qui nous permettrait d'être parfaitement libres et joyeux. C'est au quotidien qu'on va pouvoir travailler sur sa santé. On va mieux réussir à avoir des habitudes saines tous les jours que de faire des grands coups de ménage de temps en temps, même si des fois c'est nécessaire. Du coup, je vais vous amener l'outil balai, qui est donc le balai de l'amour, qui va vous débarrasser de ce que vous n'êtes pas, qui va être dans le côté dépouillement personnel. On nettoie ce qui est usé, ce qui est toxique, ce qui est fini, ce qui n'a plus rien à faire là, etc. Et du coup, c'est aussi bien au niveau physique que spirituel ou mental. On va enlever peut-être des programmes. Il y a des outils comme l'hypnose, l'auto-hypnose, etc. On va parler du nettoyage physique, bien sûr, de la digestion, de l'eau. Aujourd'hui, boire et manger, c'est compliqué. Mais on va parler de la nourriture, on va parler des compléments alimentaires, nettoyage du foie, on peut en parler aussi, nettoyage de l'intestin, etc. Nettoyage des pensées négatives. Bon, je dis tout ça un peu en vrac là, mais ouais, il y a plein d'aspects qu'on va pouvoir aborder. Tout est nettoyage. Et l'activité physique aussi, c'est ça fait partie du nettoyage, tout à fait. Tout à fait. On va parler. Le premier nettoyage, c'est la respiration aussi. On va faire de la respirologie. Oui. Et toutes les sources de stress, comment s'en protéger, comment éviter toutes ces choses qui nous acidifient. Complètement. Et qui sont qui créent un terrain propice à tous les problèmes de santé. Oui, c'est ça. Habituellement, tu parles aux gens en direct, individuellement, pour adapter ton discours qui est inspiré par rapport à la personne que tu as en face de toi. Et là, ce sera pour tout le monde. Mais enfin, ceux qui en veulent plus, ceux qui veulent faire appel à toi pour individualiser tous ces conseils, sera toujours à leur disposition de toute façon. Oui, j'aurai des réponses précises à donner aux gens en fonction de leurs questions, de ce qu'ils sont, de ce que je vois. En tout cas, les quelques conseils que tu as pu me donner ou à mon entourage qui étaient très simples à mettre en pratique, très agréables à mettre en pratique et finalement très efficaces. Et je te remercie beaucoup pour ces quelques conseils que tu as pu nous donner. Bon, ben, je t'en prie. Voilà. Et donc, on va commencer très bientôt. Si tu veux continuer et nous parler tout de suite d'un de ces sujets, sens-toi libre de le faire. Et sinon, on se donne rendez-vous à ta première émission. Magnifique. Ben, j'ai plein de sujets là. Quand tu m'as dit ça, forcément, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête. Il y a plein de petites choses simples et globales. Voilà, il y en a 2 prioritaires et je peux donner juste en une phrase. En tant que naturopathe, je veux dire, un des soins les plus utiles, les connaissances les plus utiles que j'ai pu, que je continue de conseiller tous les jours à tout le monde et qui fonctionne systématiquement, c'est de manger quand on a faim et de ne pas manger quand on n'a pas faim. Ça a l'air très bête et très simple et je peux en parler pendant 2 heures, mais déjà, je peux le dire comme ça. Oui, c'est déjà... De ne pas manger quand on n'a pas faim, c'est extrêmement utile et intelligent. Et de manger quand on a faim, c'est moins grave si on ne le fait pas, mais voilà, ça peut être bien aussi. Oui. Écoute, merci beaucoup Sabine, et puis on a hâte de t'écouter de nouveau. Hâte de vous retrouver, hâte de partager avec grand plaisir tout ce qui pourrait aider le plus de monde possible. C'est formidable. On se régale d'avance. Merci beaucoup. À très bientôt Sabine, je t'embrasse. Merci Franck, je t'embrasse. Au revoir. Bye.